Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cookies tierces. Ça sera plutôt un sujet que vous allez l'idée aujourd'hui et qui sera anticiper la fin des cookies tiers avec le tracking server. Donc aujourd'hui, on a avec nous Thomas Sommeil de Boril et Romain Vert de Addingwell qui vont vous présenter votre sujet. Donc je vous repasse la main tout de suite. Super, merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Du coup, on est très content d'être ici parmi vous cet après-midi. Donc, merci Wizali pour l'invitation. Donc, avec Romain, on va essayer de démystifier un petit peu du coup le sujet du tracking server-side, d'aborder les tenants et les aboutissants. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir aborder un petit peu l'agenda de cette présentation. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je présenterai aussi Boril. Je laisserai évidemment ensuite la main à Romain pour qu'il fasse de même pour Addingwell. On vous parlera du contexte général et des enjeux liés du coup à la fin des cookies et aux différentes politiques de blocage des navigateurs. On vous montrera un petit peu le fonctionnement de GTM server-side versus du coup le fonctionnement traditionnel client-side. On abordera les bénéfices immédiats d'une implémentation du coup dans la minute là d'un tracking server-side. On regardera du coup un use case avec Facebook KPI. Ensuite, on abordera les gains financiers estimés de cette implémentation. On évoquera du coup les clés pour nous, selon nous, d'une implémentation réussie et on conclura cette présentation. Alors, du coup, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Thomas Sommeilly, donc web analyste depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi chez Boril. Donc, nous, chez Boril, donc on est une société de services, de conseils. Donc, on accompagne. Notre objectif principal, c'est d'accompagner du coup nos clients dans la collecte de leurs data, donc des data essentielles à leur métier, au métier de leur organisation dans un premier temps. Et dans un second temps, on va du coup faire en sorte de connecter ces datas à un outil de data vise, à un dashboard, pour leur permettre de prendre les meilleures décisions et du coup basées sur des datas 100% activables. On travaille avec tout type d'entreprises de toute taille, de secteurs différents, mais généralement évidemment ayant un business en ligne, donc que ce soit des e-commerçants, du SaaS, des générations de guides, etc. Au niveau de nos expertises, chez nous, chez Boril, on a 3 business units. La première, du coup, celle dont je fais partie, ça va être tout ce qui est lié à la collecte de data. Donc, dans un premier temps, ça va être tout ce qui est création de plans de mesure, intégration de plans de tracking, implémentation d'outils analytics, évidemment, intégration des tags et des pixels médias, mise en conformité RGPD, et le sujet du coup de cet après-midi, mise en place d'une implé tracking server-side. Une fois qu'on a cette collecte de data qui est effectuée, notamment au point de vue analytics, on va vouloir renforcer, consolider toutes les sources de données de l'entreprise dans un data warehouse qu'on aura construit et qu'on va venir connecter à un outil de data vise, à un dashboard qui sera intuitif et 100% personnalisé selon nos clients. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup profiter des bénéfices de la mise en place de ce data warehouse à des fins de marketing automation et donc pour améliorer du coup l'expérience utilisateur de A à Z et donc créer des scénarios, créer des audiences personnalisées, implémenter des workflows, etc. Les outils qu'on utilise, donc pour la partie collecte de data, évidemment, on va utiliser beaucoup du GA, du Piano, du Matomo, du Google Tag Manager en TMS, mais également d'autres, type Tagco, Tilium, etc. Au niveau DataVis, on va utiliser beaucoup, principalement BigQuery pour le Data Warehouse. On se sert de la techno Apache Airflow pour tout ce qui est pour orchestrer l'automatisation des extractions des différentes sources de données et également le requêtage de ces données.
Et ensuite, on va venir connecter du coup ces data warehouse à différents outils de database du marché. On travaille beaucoup avec Looker Studio, mais également d'autres outils tels que Power BI, Tableau et d'autres. Et d'un point de vue marketing automation, on travaille forcément avec des outils CRM type HubSpot, Salesforce et ActiveCampaign, Sendinblue, Pio, Klaviyo pour tout ce qui est marketing automation. Je laisse la main du coup à Romain. Merci, bonjour à tous et merci de l'invitation côté Boril et Wizali pour la journée. Du coup, je suis Romain Barthes, je suis le CEO et l'un des cofondateurs d'Addingwell. Notre mission, elle est assez simple dans la définition puisqu'on notre objectif, c'est d'aider les annonceurs à adopter les nouveaux standards en matière de marketing. Il y en a du coup un très gros et qui a déjà été cité, qui est la partie lutter contre la fin des cookies tiers. Et du coup, dans cette mission, c'est d'aider le marché à travailler là-dessus. On accompagne plus d'une centaine d'annonceurs sur ce sujet-là. On a créé du coup un outil, on est éditeur de logiciels, on a créé un outil qui permet de simplifier l'accès à la technologie server-side. On va vous montrer et Thomas va vous expliquer comment le leader du marché du tag management, Google Tag Manager, a créé cette nouvelle version server-side. Dans l'acronyme GTMSS, server-side, il y a serveur et du coup, ça veut dire que pour l'utiliser, ça se passe dans le cloud et donc il faut des infras qui soient puissantes. Il faut que ça puisse scaler lors des soldes. Il faut pouvoir contrôler ce qui se passe en entrée et en sortie. Et il faut avoir quelqu'un au bout du téléphone qui vous dit attention, là, il y a une erreur ou il s'est passé quelque chose. Du coup, c'est ça que l'on propose et on a deux canaux de distribution. Le premier, c'est notre site internet où vous pouvez ouvrir des infras et un compte sur Addingwell et démarrer en freemium ou via un de nos partenaires certifiés dont Boril fait partie, puisque quand il faut justement installer, il faut du temps et des compétences. Et si vous ne les avez pas en interne, eh bien, vous avez votre agence qui peut vous accompagner et on certifie du coup des agences à l'exploitation et l'orchestration des tags côté serveur. Donc, on va beaucoup parler plutôt de server-side que d'Addingwell aujourd'hui, qui est plutôt lié à où est-ce que j'héberge ma donnée. Thomas en redira un mot tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre le contexte et les enjeux au travers de cette partie. Je vais démarrer justement pour remettre tout le monde à égalité, parce que c'est vrai que sur le marché, on a tous en tête la fin des cookies tiers. Je pense que c'est assez marketé par Google sur le marché, sauf qu'en réalité, c'est pas Google qui décide de la fin des cookies tiers. Google décide pour son environnement Google Chrome ou éventuellement Android, mais ses petits copains, notamment Safari, iOS, ont déjà pris cette décision il y a un an. Et donc, en fait, peut-être que certains vont l'apprendre, mais la fin des cookies tiers sur Safari et iOS, ça a plus d'un an et demi. Sur Firefox, ça a également un an. Ça s'appelle ITP chez Safari et ça s'appelle ETP chez Firefox. Et ça a beaucoup d'impact déjà aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de prendre des décisions en tant que marketeur ou en tant qu'agence pour un annonceur. Et en 2023, c'est de plus en plus compliqué que je regarde dans Business Manager sur Facebook, que je regarde dans Google Analytics, que je regarde dans mon outil d'attribution Wizali ou autre, eh bien, j'ai toujours un doute. Il peut subsister comme ça sur la data en se disant est-ce que c'est vraiment ma campagne qui a été mauvaise, mon agence ou moi-même, ou est-ce que je peux pas derrière me cacher derrière un problème de data. Sachez que la réponse est oui, on peut toujours se cacher derrière un problème de data parce que on a beaucoup de choses qui se sont passées sur le marché dernièrement. On a la part d'adblocker qui monte, les navigateurs avec des restrictions dont on a parlé qui augmentent, et on a une démultiplication des points de collecte qui pose aussi des problèmes de performance en général. Et donc, on peut aussi avoir des problèmes à interconnecter nos différents outils. Si on prend le paysage de la data, et simplement, sur cette logique de cookie tiers, je vous montrerai après la différence entre cookie tiers et cookie first pour ceux qui ont pas cet élément-là. Mais l'idée, c'est le cookie tiers, c'est je dois permettre à un de mes partenaires, médias, analytics ou autres, à venir chercher une information qui se passe, un event qui se passe sur mon site internet. Donc souvent, on est amené en tant qu'annonceur à envoyer ces conversions vers un partenaire comme sa plateforme d'affiliation, comme Meta, comme Google Ads, dont je vais en parler juste précédemment, pour alimenter et orchestrer l'algorithmie, on a besoin d'envoyer des datas. Et dans le contexte actuel, quand on a 100 personnes qui arrivent sur notre site internet, on a déjà certains qui disent non, côté RGPD. Et donc, effectivement, ces personnes-là, on les perd. L'idée du server-side, et
pour justement clarifier ce point-là, c'est pas de vous transformer en pirate du tracking, hein, donc on ne va pas aller chercher ces données-là. Il y a des solutions d'exemption de consentement. Thomas citait Piano Analytics, par exemple, hein, qui permet de travailler sur ces sujets-là d'un point de vue analytics, ou des solutions d'extrapolation. Ça, c'est le contexte sur lequel on ne peut pas y échapper en Europe, en Suisse, au Brésil, aux États-Unis de plus en plus. Et on voit plutôt dans l'avenir de la data que chaque pays aujourd'hui aura un peu son RGPD. On a l'impression que c'était très européen sur cette base-là, mais aujourd'hui, vous voyez, et si vous suivez le baromètre de Didomi, par exemple, qui est en accès libre, vous verrez qu'en fait, la législation sur le cookie et sur la protection des données consommateurs, on le voit au niveau international. Mais ce n'est pas parce que un internaute nous a donné son consentement qu'il arrive dans nos solutions d'analytique, CDP, CRM et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, s'il est équipé d'un adblocker, effectivement, on a à peu près 25% du marché du desktop qui est équipé d'un adblocker. Je fais bien la distinction entre desktop et mobile, hein, parce que c'est un comportement très ordinateur, un desktop d'installer un adblocker, mais du coup, ces personnes-là vont bloquer la requête vers Google Analytics, vont bloquer la requête vers Facebook et ainsi de suite. Donc, on va perdre ces données-là. On a ensuite, la personne n'a pas un adblocker, donc ça y est, j'ai l'impression que je peux déclencher mon tag, mais en fait, elle navigue sur Safari, sur iOS ou sur Firefox. Et donc, effectivement, là, le cookie tiers ne pourra pas être déclenché. Le tag Facebook, le pixel de conversion de Facebook n'est pas déclenché sur Safari depuis 1 an, puisque le blocage est réalisé. Vous pouvez le sentir aussi dans vos chiffres sur cette partie-là. On a des ROS qui se dégradent avec des CPC qui ont l'air d'augmenter. C'est principalement lié à cette communication. Et le dernier, celui que tout le monde a en tête, c'est 2024. La fin des cookies tiers sur Chrome. C'est en fait Chrome qui est un peu en retard sur ce sujet-là, qui va rejoindre ce qu'on appelle maintenant les navigateurs modernes, et donc Safari, Firefox, et il restera justement Internet Explorer, sauf si d'ici là, eux également, mettent en place cette partie-là. Donc l'idée de ce paysage-là, c'est vraiment de remettre tout le monde sur ce sujet-là, entre cookies tiers, fin des cookies. Si jamais il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous avez l'onglet questions ou chat, on le parcourra avec Thomas au fur et à mesure de la présentation. Mais ça vous permet comme ça de vraiment avoir cet élément en tête et à l'esprit. Et donc dès qu'on parle de server-side, c'est une technologie qui nous permettra de remonter la chaîne de collecte de données jusqu'à l'adblocker. Par contre, effectivement, sur la partie RGPD, ce n'est pas ce sujet-là. Bien évidemment, tout le monde, en bon européen, collecte avec le consentement. Si je fais juste une distinction cookie first, cookie third pour que vous les ayez en tête, je vous ai mis le lien en bas, c'est cookiestatut.com. C'est la référence aujourd'hui au niveau mondial sur tout ce qui se passe côté navigateur. C'est un peu technique sur cette page-là, mais vous avez navigateur par navigateur la restriction sur les cookies, les CNAME, le local storage, enfin tous ces éléments-là qui sont des fois des hacks qui ont été tentés par le marché et qui ne fonctionnent plus maintenant, et vous avez vraiment la liste. Mais l'idée Safari, iOS, Firefox, restriction sur le cookie first. Un cookie first en analytics, il a une durée de vie de 7 jours. C'est là aussi et c'est pour ça que Wizali a été très intéressé pour que Boril et Addingwell parlent du server-side aujourd'hui. Hein. On parle de fenêtre d'attribution dans des outils d'attribution. Si vous regardez une fenêtre d'attribution sur Safari, elle est d'une durée de vie de 7 jours. Donc c'est important de travailler sur des appels serveurs pour préparer ça. Le cookie server n'existe plus. Chrome en 2024, pour l'instant, c'est simplement le cookie tiers. On ne parle pas de restriction sur le cookie first jusqu'à présent. Donc ça vous donne un petit peu les éléments. L'actualité LinkedIn en parle, ou la page cookie statut que vous mettez dans vos favoris, et vous allez comme ça pouvoir suivre cette aventure. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on va avancer, plus ça va être compliqué d'aller à l'intérieur du navigateur pour collecter de la donnée via un cookie tiers. Et donc c'est pour ça qu'il est important qu'on vous parle de ça aujourd'hui. Si on se met à la place côté média, c'est-à-dire que là, d'un point de vue analytique, c'est ce que je vous montrais, hein, on a 7 jours pour le cookie, on en a plus côté cookie tiers, et après, on a ceux à qui vous devez envoyer la donnée. Eux, ils vont avoir les mêmes problèmes et donc des conséquences sur le budget de vos campagnes et la mesure du ROI de leur campagne, si on se met à la place du tag Facebook. Facebook, aujourd'hui, son tag n'est pas appelé quand quelqu'un ne donne pas son consentement publicitaire, donc c'est un deuxième niveau de consentement. Si jamais l'internaute est équipé d'un adblocker, le tag ne part pas et ne se déclenche pas. Donc, il y a l'événement, par exemple, pour Chase, n'est pas passé chez Facebook. Donc, Facebook est complètement aveugle sur les gens qui ont dit non au consentement, qui ont un adblocker, et était aveugle aussi sur toute la navigation Safari, Chrome et Firefox. Ce qui fait qu'effectivement, si vous êtes dans le cas de figure où on vous a montré des perfs en ROS qui baissent un peu sur la partie Facebook et un CPC qui augmente, c'est peut-être lié à un problème de transfert de données, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Facebook CAPI, l'API server-side de Facebook, qui a été assez marketé par Facebook et dont on va vous faire la démonstration d'usage avec Thomas.
Alors, du coup, avant de rentrer dans le détail du fonctionnement du server-side, de GTM server-side, rappelons dans un premier temps comment se passe du coup le tracking traditionnel que l'on connaît client-side. Donc, on est sur notre site internet, on a notre conteneur web, par exemple GTM, qui est installé sur toutes les pages de notre site, et à l'intérieur de ce conteneur, on va avoir des tags, des scripts qui vont du coup s'exécuter à chaque chargement de la page HTML. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir à chaque fois des événements qui vont partir directement et les mêmes événements à chaque fois sur des requêtes différentes vers des fournisseurs tiers différents. Donc on voit déjà le premier point, le premier inconvénient, on a commencé à en parler avec Romain du coup, c'est que le site, il peut vite être surchargé en script et du coup, la web perf du coup peut se dégrader quand même assez facilement et assez rapidement. Le deuxième point, du coup, Romain en a parlé également, ça va être du coup que ces requêtes, elles vont être sujettes à des ad bloqueurs. Donc, on va avoir beaucoup moins de hits qui seront transmis au final vers les serveurs tiers. Et on va être aussi sujet du coup au blocage, politique de blocage des différents navigateurs. Donc, diminution de la vie des cookies, voire blocage même complet pour certains navigateurs des hits vers les différents serveurs. Le server-side, du coup, bypass un petit peu ces problématiques. Donc, comment ça fonctionne? On vient en fait rajouter une brique, une couche intermédiaire entre notre environnement client-side et du coup les serveurs tiers vers lesquels on envoie de la data. L'idée, du coup, c'est d'envoyer, du coup, de consolider les flux côté navigateur, donc dans notre environnement client-side, et de envoyer, du coup, un événement qui sera transporté vers notre environnement server-side, au lieu du coup auparavant d'avoir le même événement qui transite directement vers nos différentes plateformes, on va l'envoyer qu'une fois. Donc déjà, on voit nettement le bénéfice côté client. Ensuite, une fois que notre événement il est arrivé dans notre environnement server-side, on va pouvoir dispatcher et même avant ça, on va pouvoir avoir une mainmise, un contrôle à 100% sur les données avant de les dispatcher à nos serveurs tiers. Donc là, on va pouvoir, par exemple, effacer des adresses IP, on va pouvoir écraser un user agent, on va pouvoir retirer certains paramètres, n'autoriser l'envoi que pour du GA et non pour du Facebook, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce contrôle et cette mainmise sur la data avant de les transmettre à des tiers. Dernière chose, du coup, assez importante à rajouter sur cette slide, il n'y a pas de prérequis pour faire du server-side, c'est-à-dire que on peut du coup avoir un TMS qui est évidemment du GTM côté client, mais on peut également avoir du TACO, on peut avoir du Tilium, il n'y a pas de souci. On pourra envoyer, faire transiter de la data vers notre environnement server-side. On peut également, en tant que transporteur client, tag client qui enverra la data vers notre serveur, on peut utiliser le tag GA4. C'est, on va dire, le plus connu, c'est celui qui est le plus utilisé et le plus repris aussi par les tags et les templates de tags côté serveur. Mais on peut très bien utiliser d'autres. Il y en a un pour piano, il y en a un pour Matomo. On peut même utiliser du coup des tags qui vont être personnalisés. Ça, c'est un point important, hein, ce que Tom a évoqué, et ça nécessite aussi ce point-là, c'est qu'on a derrière ce sujet du server-side une impression de migration ou de projet technique très fort. Nous, on utilise souvent avec Bory le côté un peu venez comme vous êtes, et effectivement, que vous soyez encore sur UA, que vous n'ayez pas encore fait de votre bascule GA4, que vous n'ayez pas le droit de mettre GA4 pour des raisons de compliance et que vous souhaitiez partir avec du piano, du Matomo, toute la chaîne derrière de valeur du server-side pourra être utilisée sans aucun problème. C'est juste qu'il faut plus ou moins travailler sur cette partie-là. Et quel que soit le tag d'entrée, puisqu'on a bien compris dans le schéma de Thomas, on vient envoyer la donnée collectée vers les serveurs pour ensuite exploiter les tags derrière. Ce qui fait que derrière, quel que soit le tag d'entrée, votre sortie est en server-side, et si elle est en server-side, vous allez donc activer les 4 principaux bénéfices du server-side. Et en fait, je vous ai résumé ici aussi sur ce que vous allez pouvoir chercher. Thomas en parlait, la web perf.
c'est assez évident puisque tout ce qui est, si on prend juste le gtm.js, hein, le JavaScript qui est exécuté côté client, si on vient le décharger, si au lieu de faire votre appel de pixel Facebook dans le navigateur de l'internaute, vous le faites côté serveur, c'est à chaque fois du temps de chargement qui va se déduire de cette navigation. Donc ça, c'est un point important. Maintien du cookie dans le temps, c'est celui dont on a parlé en introduction. C'est souvent celui qu'on met en évidence et entre marketeurs, on parle beaucoup du maintien de l'identité pour tout ce que ça va apporter en matière de ROI. Mais il faut savoir aussi que c'est un projet qu'il ne faut pas avoir peur de porter en interne côté DPO parce que ça les intéresse aussi beaucoup dans les sujets de gouvernance et protection de la donnée consommateur. Comme tous les échanges se passent côté serveur en first party sur votre nom de domaine, il y a plus de sécurité sur cette partie-là. On évite d'envoyer des données en clair dans le navigateur de l'internaute. Ça, c'est un point sécurité. Et deuxième, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, on installe tous des tags dans nos conteneurs web, quels qu'ils soient, pour lesquels on exécute du code qui ne nous appartient pas avec une porosité dans l'accès à l'information de ce qu'on envoie. Et aujourd'hui, tous les scandales liés à la data, comme Bridge Analytica et ainsi de suite, ce sont tous des scandales qui ont éclaté parce que les personnes qui ont mis en place ces éléments-là n'étaient pas conscients au départ qu'on envoyait cette donnée. Et donc, il y a un point qui frustre un peu les DPO, c'est que s'il va voir le responsable d'acquisition d'une boîte et lui dire qu'est-ce qu'on envoie comme données à Facebook, personne ne peut lui répondre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le code. L'idée du server-side, c'est que vous collectez votre donnée, vous la faites arriver sur votre serveur et c'est vous qui décidez à qui vous allez l'adresser, à qui vous allez l'envoyer. Je suis à peu près sûr que dans l'audience, vous avez tous encore des tags de partenaires que vous n'utilisez plus. Il y a plein de petites choses comme ça en termes d'hygiène data qui font que on pourra contrôler exactement quel event déclenche quoi et à qui est envoyé. Et donc ce projet-là, c'est en termes de bénéfices un des rares projets aussi qui a des bénéfices marketing, qui va permettre à l'IT d'avoir du ROI sur l'amélioration de la web perf, qui est plutôt un enjeu côté IT, et côté DPO sur ce sujet de gouvernance de données. Donc c'est vrai que c'est un projet qui est assez intéressant et il ne faut pas hésiter à ne pas en faire un projet obscur justement, parce qu'ils seront, quoi qu'il arrive, dans le cycle de décision à un moment donné, et donc vous pouvez leur ouvrir largement ce sujet puisqu'il y a des bénéfices. Côté analytics, du coup, le premier bénéfice, comme on se disait, c'est le maintien du cookie. C'est un truc qu'on monitore chez Addingwall et qu'on met à disposition de nos partenaires qui intègrent notre solution pour les annonceurs. C'est combien de cookies je maintiens en fait, vous avez 3 profils de visiteurs, hein, si on les résume sur votre site internet. Le premier, c'est le nouveau visiteur. Bon, là, aucun intérêt du server-side sur un nouveau visiteur, à part pour la partie cookie tiers, hein, mais côté analytics, vous lui posez un cookie. Il n'a pas dépassé 7 jours, donc le cookie est maintenu pendant 7 jours. Vous avez le deuxième profil qui est ce qu'on appelle le returning visitor. Il revient sur votre site internet, mais il n'a pas laissé plus de 7 jours entre ces deux visites. Pareil, pas de bénéfice du server-side puisque le cookie est maintenu. Par contre, le bénéfice du server-side côté analytics, c'est le returning visitor plus de 7 jours. La personne a mis plus de 7 jours entre deux visites. Et là, effectivement, vous auriez perdu cette identité côté analytics. Et là, grâce au server-side, comme le cookie est posé côté serveur, il est maintenu dans Safari. Et donc, vous allez reconnaître plus de personnes. Combien? En moyenne, après 100 jours, vous reconnaissez 12,5% d'utilisateurs en plus sur votre analytics. Ça se traduit comment d'un point de vue KPI? Ça se traduit d'abord par le taux de nouvel utilisateur. Si vous regardez aujourd'hui vos UA, GA4 et autres, vous regardez votre taux de nouveaux users, vous verrez que la différence entre Safari et Chrome est bien différente. C'est parce que Safari supprime le cookie et pas Chrome. Donc, on a un taux de nouveaux users supérieur. On est ici invité par Wizali, c'est le modèle d'attribution, plus de touches, puisqu'on reconnaît donc plus de longueur dans la fenêtre d'attribution, donc des algos d'attribution qui sont renforcés sur la prise de décision, notamment sur les initiateurs de conversion. Et après, c'est comment vous exploitez la data au quotidien. Si vous avez des solutions de perso on-site, type Target to Sell, A/B testing ou ce genre d'éléments, forcément, vous avez plus de données à leur donner, 12,5%. En expérience client, c'est un truc un peu con, mais le cookie de la CMP n'est pas maintenu non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les 7 jours sur Safari, vous redemandez le consentement à un utilisateur Safari alors que vous l'aviez 7 jours avant. On appelle ça la fatigue de consentement et ce genre de choses. En maintenant le cookie de la CMP, vous allez baisser le taux d'échec du consentement puisque vous allez le maintenir pour 12%. Et après, tous ceux qui font de l'abandon de panier non logué ou ce genre de choses avec des contextes CDP, par exemple, vous allez maintenir ce cookie aussi et vous allez augmenter le reach de campagne à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est le côté analytics simple en matière de bénéfices. On voit que sur une donnée, une identité maintenue, et en fonction de la façon dont vous l'exploitez d'un point de vue marketing, vous allez un peu arroser tout le monde sur ces sujets-là en matière de bénéfices. Et ça, c'est simplement celui de l'analytics.
Donc, on a voulu appliquer du coup une implémentation server-side à Facebook, donc à Facebook CAPI, CAPI qui est l'API de conversion, donc serveur to serveur de Facebook. Donc, Facebook nous donne des directives pour implémenter CAPI. En gros, il nous dit, si tu as un pixel sur ton site qui tourne, qui envoie des événements, qui envoie des pages vues, des événements, tu peux le laisser. Et en parallèle, on t'encourage du coup à nous envoyer des événements depuis ton serveur. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir depuis le pixel, depuis le navigateur, des événements qui vont être envoyés et les mêmes événements au même moment qui vont être envoyés également depuis notre serveur et qui vont être envoyés en double. Mais toute la logique de la chose va être de dédupliquer ces événements. Donc, comment ça fonctionne? On part de notre environnement client-side. Donc, on peut se servir, par exemple, on le mentionnait tout à l'heure, du tag GA4 qui va du coup transporter notre événement. Donc là, par exemple, je vous ai mis un événement de PageView qui va transporter cet événement et qui va lui associer un event ID, un paramètre d'event ID. Donc cet événement, il va arriver dans notre environnement server-side et on va pouvoir avoir le contrôle dessus, y rajouter des paramètres et un certain nombre de choses et du coup le déclencher et le faire transiter à l'API de conversion de Facebook. Donc là, on a un événement qui arrive de PageView avec un certain event ID et on sait qu'il provient du serveur. On aura aussi en parallèle, du coup, côté tracking traditionnel, le même événement qui sera déclenché depuis le tag du pixel Facebook de PageView et avec le même event ID, ce qui permettra du coup au serveur de Facebook de reconnaître que cet événement de PageView, il est arrivé à la même heure, il a le même event ID, il y en a un qui provient du browser, l'autre qui provient du serveur, et donc on peut dédupliquer cet événement et ne pas le compter en double. Donc Facebook, et d'ailleurs comme d'autres plateformes, est encore, je dis encore parce que pour l'instant c'est actuel, mais ça évoluera, mais est encore du coup friand de ça, notamment pour la raison des cookies tiers qui sont toujours existants pour l'instant sur Chrome. Mais effectivement, on tend à évoluer vers un tracking qui sera de plus en plus côté serveur. Ouais, Thomas, je me permets, parce qu'il y a une très bonne question sur ça pour toi. Et je pense que c'est bien d'y répondre sur ce schéma. Dans l'objectif de mettre en place le CAPI, faut-il absolument installer le pixel ou est-ce optionnel? Quel est l'intérêt de dupliquer la collecte de données? Pourquoi ne pas garder que la collecte serveur-to-serveur? Donc, tu évoquais à la fin qu'effectivement, pour le moment, c'est ça. Ouais. le cookie tiers sur Chrome était encore intéressant. Donc, en fait, Facebook Exactement. a plutôt tendance à dire faites une installation hybride exactement dans ce schéma-là. Ça, c'est ce qui est préconisé depuis un an par CAPI. Ça permet à Facebook, du coup, de toujours collecter de la data et pour l'instant, plus de data grâce notamment à ce cookie tiers. Et donc, en fait, d'avoir de la data qui arrive en masse et donc qui est toujours utile. Donc, est-ce qu'il faut absolument? Je dirais non. C'est les directives pour l'instant, en tout cas, que nous donne Facebook. Je pense que, en l'occurrence, ça reste toujours des best practices en ce moment de le faire comme ça. C'est pas un prérequis. On peut évidemment du coup envoyer des événements depuis le serveur sans avoir un pixel qui fera le même travail et donc on peut éviter tout ce travail de duplication et potentiellement améliorer aussi la web perf parce qu'on en parlait à ce niveau-là. Donc c'est une directive mais c'est pas un prérequis. Ouais, la partie web perf est un très bon contrebalancier en fait, puisque je vais vous montrer les ROI juste derrière de Facebook CAPI. Et en fait, l'idée c'est de savoir est-ce qu'on veut plus de ROS parce que c'est porté par le métier côté marketing, ou est-ce que derrière on souhaite aller chercher aussi la partie web perf, parce que là, et Thomas le disait bien, c'est que là, si on garde le pixel, dans les 4 arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, il y en a un qui s'efface, c'est celui de la web perf, bien évidemment, puisqu'on garde le pixel. Ça, c'est valable jusqu'à la fin des cookies tiers chez Chrome. Après, il faut savoir que nous, on a développé un tag, par exemple, côté CAPI, qui permet de s'abstenir du pixel, puisqu'on va envoyer l'instruction côté serveur pour faire du vrai server-side côté CAPI. Donc ça, c'est un sujet qui est plus technique, mais c'est aussi possible de le faire comme ça. Donc ouais, Thomas, je me suis permis de compléter et poser cette question comme
Comme ça, tu peux apporter ta vision. Et après, encore une fois, je pense que là, vous voyez aussi ce sujet d'être bien accompagné sur cette partie, parce qu'on a aussi ce point qui est, ça évolue entre Capi première génération, deuxième génération, troisième génération. Chacun des use cases comme ça va avancer progressivement. Et ça me permet de prendre la question aussi en même temps, tout à l'heure que j'ai vu de Adrien, qui est, est-ce qu'on doit attendre d'avoir toutes les régies en server-side pour profiter des bénéfices? Non, puisque chaque régie va profiter une à une des ROI que je vais vous montrer. On peut suivre ça de façon officielle sur un lien que je vous mets dans le chat, qui sont les templates officialisés par Google Tag Manager version server-side. Donc, vous verrez maintenant dans la galerie GTM communautaire, quand il y a un petit nuage, c'est un tag serveur, quand il y a une sphère, c'est un tag web. Et après, des boîtes comme Boril développent leurs propres tags pour leurs clients. Et donc, en fait, si vous passez avec Boril et que vous n'avez pas de tag Pinterest ou ce genre de choses, maintenant, il existe, mais avant, il n'existait pas. Mais vous savez que un partenaire technique, ou même vous, si vous êtes web analyste, vous pouvez très bien développer vos propres tags. Nous, on les déploie sur notre GitHub à Dingwell. Et donc, c'est comme ça que va se créer au fur et à mesure la communauté. Côté tag, mais vous verrez que côté use case, moi, j'ai toujours on est largement au-dessus des 20-80 sur cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous dépensez 60% de votre budget chez Google Ads, puis 20 chez Meta qui sont compatibles, puis TikTok, puis Pinterest, puis Criteo, et toutes les plateformes d'affiliation sont présents, a priori, sans trop m'avancer, je peux dire que 95% de vos tags médias, vous les avez déjà dans la galerie GTM Server-Side, et ils sont tous monitorés, ultra testés. Parlons gains financiers, je pense que c'est ça qui intéresse tout le monde. Pourquoi faire Capi? Alors, c'est bien parce que ça intéresse aussi bien les agences qui sont au call aujourd'hui et qui gèrent des campagnes et des budgets médias pour leurs clients, ou pour les annonceurs et traffic managers, puisque l'idée, c'est un peu comment briller en société. On l'a bien compris, Capi aujourd'hui, il faut voir Facebook comme un peu un borgne, c'est-à-dire que on lui a éteint la lumière dans certaines pièces de la maison. On lui dit, bah tiens, viens visiter, viens estimer la maison. Et vous lui avez pas montré le garage ni la buanderie. Capi, c'est quoi? L'idée, c'est d'allumer les lumières là où Facebook n'avait pas la visibilité. Donc, en fait, vous lui dites, attends, ne pars pas, reviens, et vous allumez 2 pièces, et le prix de la maison a tout de suite augmenté. Il faut voir la partie server-side exactement comme cette analogie. C'est-à-dire, je n'avais pas la visibilité de ces conversions. Maintenant que moi, tu me les envoies en serveur, bah, ça me permet de les récupérer chez moi. Et donc, vous avez 2 moyens de mesurer cette partie-là. C'est dès que vous branchez Capi, c'est dans votre espace Business Manager. Il y a une capture ici qui est présente, et vous verrez les envois côté pixel, et vous verrez les pointes qui sont envoyées des événements supérieurs en server-side. Et donc là, vous allez récupérer cette première partie. Dès que vous mettez en place cette partie-là et que vous enlevez le pixel, on améliore la web perf. Entre 150 et 200 millisecondes par rapport au déclenchement du tag, mais ça c'est une courbe, hein, la web perf, hein, puisque vous avez des gens qui vont mettre 1 seconde à charger des pages et des gens qui sont fibrés et qui vont mettre que quelques millisecondes. Donc c'est vraiment sur la partie moyenne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est entre 17 et 23% d'amélioration du ROAS de vos campagnes médias. Ça s'explique exactement par l'analogie que je vous ai donnée. Facebook avait du mal à faire son attribution dans Business Manager. Comme vous lui apportez vos conversions avec une donnée pour la matcher, notamment l'email haché, il va pouvoir réaffecter ses campagnes avec les bons profils et vous augmenter votre ROAS média. Dès lors aussi que vous contournez les adblockers, on parle d'une quinzaine de pourcents sur le benchmark qu'on a fait sur nos clients, donc 15% de hits supplémentaires sur desktop, ça veut dire 15% de personnes à retargeter en plus sur le réseau social ou sur Criteo ou sur Google Remarketing. Donc, vous allez augmenter le reach sur cette partie. Et au bout de 3 à 4 mois, c'est un peu l'adage, tout ce qui est rare est cher, hein, sur la partie data. Comme la donnée est rare, elle est très chère actuellement avec des CPC qui sont très hauts. Comme vous donnez beaucoup de données à l'algorithme, votre lookalike ou votre retargeting coûte moins cher et vous avez une baisse sur la partie CPC. C'est à peu près ce qu'on va rencontrer chez tout le monde. Alors du coup, on vous a mis une roadmap, notre roadmap à nous chez Boril, quand on intervient du coup, chez un client pour implémenter un tracking server-side. La première étape, ça va être de faire un audit du tracking client-side actuel. Donc, on va s'assurer que le tracking de base, le tracking traditionnel qui est en place, il est sain, il fonctionne et qu'il n'y ait aucune incohérence. Pour la simple et bonne raison que très souvent, on va utiliser le même data layer, on va utiliser la même implémentation et également les mêmes déclencheurs pour faire transiter notre donnée côté serveur. Donc ça, c'est le premier point et c'est très important.
Le deuxième point, ça va être du coup de s'assurer que les événements, je pense notamment dans le cas de Facebook Capi, mais aussi par exemple pour TikTok, Snapchat, etc., c'est la même chose, que nos événements, dans le cas d'un tracking hybride, ils sont bien dédupliqués. Donc, on va faire tous nos tests, nous assurer que l'événement qui transite depuis le pixel, qui est redirigé vers Facebook, et celui qui transite depuis le serveur, qui est le même, et qui est redirigé également au même moment vers Facebook, il a vraiment le même event ID. Troisième étape, ça va être du coup de nous assurer que la configuration du server-side, elle est optimale. Donc là, on a plusieurs choses. C'est tout bête, mais ça va être de nous assurer qu'on a bien créé un sous-domaine pour notre serveur. Sinon, on perd évidemment tous les bénéfices du coup du server-side puisqu'on ne se situe pas dans un contexte first party. Ça va être aussi de nous assurer qu'on a, par exemple, proxifié le chargement de la librairie de GTM. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on vient charger la librairie de notre conteneur GTM depuis notre serveur et non plus depuis le client qui appelle la librairie depuis googletagmanager.com. Donc là aussi, on va avoir des bénéfices qu'évoquait très bien Romain tout à l'heure. Et je pourrais mentionner aussi le fait de pouvoir également proxifier, c'est-à-dire charger depuis notre serveur tout un tas de librairies JavaScript telles que, par exemple, celle de notre CMP. On mentionnait si on a du Acceptio sur notre site, du Didomi, du OneTrust. On va pouvoir, grâce à ça, éviter de se faire du coup flaguer par les adblocks et d'être empêché de pouvoir maintenir ces cookies. La quatrième étape, ça va être de ne pas oublier d'activer la correspondance avancée. Alors du coup, pour Facebook, ça s'appelle la correspondance avancée. Pour Google Ads, ça va être du coup les conversions améliorées. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'envoyer de la data personnelle liée à l'utilisateur qui va transiter haché vers les plateformes et qui va pouvoir matcher la base de données des différentes plateformes et ainsi matcher plus de conversions. Et évidemment, le but final dans tout ça, c'est d'améliorer la performance des algos des différentes régies publicitaires. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et je dirais que la dernière étape, la cinquième, c'est évidemment d'effectuer toutes les recettes nécessaires à la validation des quatre étapes précédentes. Donc là, on va regarder du coup que tout est conforme à notre roadmap et on va laisser passer quelques jours, on va laisser un petit peu la data se collecter. Alors ensuite, on va aller voir, par exemple pour Facebook, dans le Business Manager, on va regarder les alertes qui nous sont remontées. On va vérifier que notre score quality de matching il est assez élevé. On va vérifier dans le diagnostic qu'on n'a pas des alertes qui feraient qu'on a oublié de dédupliquer un événement ou quoi que ce soit pour être sûr d'avoir une implémentation qui soit la plus propre possible. Top. L'idée de cette conclusion, hein, c'était un petit peu le côté takeaway, de façon à pouvoir repartir avec quelque chose assez clair en termes d'idées. On vous a avec Thomas créé un petit peu cette courbe vers cette partie ROI et en vous exprimant ça rapidement comme ça, si vous avez encore quelques questions avant que Gamnet prenne la suite. Encore une fois, on a vu les bénéfices du server-side. C'est aussi, et un petit peu comme nous, on a l'habitude d'en parler, un peu le sens de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que il faut pas espérer que les adblockers disent ça y est, on réaccepte les cookies tiers. Il faut pas espérer que Safari dise non, mais c'était une grosse blague ITP, on revient en arrière et on laisse tout le monde refaire n'importe quoi. Donc c'est un peu ce côté sens de l'histoire. Il va falloir de prendre ce sujet. Actuellement, et c'est un peu le point, c'est que vous êtes tous entre je recherche la mise en place et la mise en place de GA4 par rapport à la fin du A ou une alternative selon l'entreprise et vos choix. Et je ne rentre pas dans qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien sur ce point-là, mais vous êtes à peu près ici. C'est une excellente opportunité pour démarrer le sujet server-side. Ça complexifie pas beaucoup plus une appelée de GA4 ou une appelée de piano ou Matomo ou ce que vous souhaitez, comme Thomas l'expliquait. Que vous ayez TACO en entrée, que vous ayez GTM, que vous ayez Tilium ou
n'importe quel autre tag en entrée, vous pouvez démarrer avec ce fameux transporteur. Vous ouvrez votre migration, c'est GTM, vous ouvrez un conteneur serveur dans GTM et vous êtes parti sur cette première customer journée où vous allez récupérer cette partie. Une fois que vous avez passé votre analytics là-dessus, vous déployez vos tags, comme on l'a expliqué et comme Thomas l'expliquait, hein, chez Boril, ils vous font, et c'était le slide d'avant, un audit, vos tags, quels sont ceux qui sont compatibles, pas compatibles, et ensuite vous créez votre démarrage sur cette partie. On n'est pas, enfin, c'est un peu classique, hein, mais on démarre là où vous dépensez beaucoup d'argent parce que les ROI sont plus forts. Hein, donc, c'est votre analytics pour la partie maintien du cookie, puis Google Ads, puis CAPI parce que c'est les use cases qui sont phares. Et après, vous travaillez avec Boril sur ce suivi de mise en place ou avec votre web analyst. Et ensuite, vous rentrez dans des use cases plus puissants, notamment le contournement des adblocks qui demandent un peu plus de technicité, mais qui sont très accessibles aussi côté serveur. Et enfin, vous repartez à chaque fois sur cette partie et vous avancez selon la galerie de template qu'on a partagée précédemment dans le chat ou ces éléments pour que vous dites OK, d'ici X semaines, X mois, j'ai migré un maximum de mes tags et que Chrome décale ou pas à la fin des cookies tiers, vous savez que sur ce sujet-là, vous êtes plutôt tranquille. Donc voilà l'idée un petit peu du screenshot à conserver en se disant OK, comment j'entreprends cette migration. Peut-être un avis d'expert Thomas sur la durée, la façon, et je pense que c'est ça qui peut aussi intéresser l'audience pour que tu puisses avoir un retour d'expérience sur voilà, comment on met ça et combien de temps on met en matière de conclusion. Et n'hésitez pas s'il y a des questions, on y répond juste après. Ouais, complètement. Non, mais du coup, je pense le point sur lequel faut insister, mais tu l'as très bien fait. Du coup, euh, les deux premières étapes au final, c'est-à-dire ça y est, on veut passer server-side, on veut ouvrir un conteneur. Donc là, il faut faire un certain setup qui peut être un petit peu compliqué, mais c'est ponctuel. Donc c'est-à-dire, on va passer par une infra, par Addingwell ou par une autre. On va déployer les serveurs. Il faut faire une configuration DNS. On réfléchit un petit peu quel tag on va utiliser côté client pour transporter les événements, etc. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se fait en quelques semaines. Ça va être le gros du travail. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à l'appliquer en fait à nos différentes plateformes. Donc après, ça va être variable, mais évidemment, comme tu le disais, on va réfléchir bien souvent avec nos clients par rapport aux différents postes de budget. On va commencer par du Facebook parce que ça va être très vite assez important. Après, du analytics également et ainsi de suite. Et on va arriver comme ça à une implémentation qui va être de plus en plus complète. Mais effectivement, une fois qu'on arrive à l'étape 3, c'est-à-dire setup Facebook CAPI, ben, j'ai envie de dire que une fois qu'on a les événements qui sont transités et qui arrivent dans notre environnement server-side, on n'a plus qu'à quasiment dupliquer, même si voilà, les templates, les tags, etc. fonctionnent pas toujours de la même manière entre du CAPI, de l'API chez TikTok ou chez Snapchat, mais le principe est le même et le gros du travail, on l'aura fait. Donc en fait, à partir de là, on n'a plus qu'à dupliquer ce qui est fait et on peut l'appliquer pour du Pinterest, pour du Google Ads, pour du LinkedIn, etc. Top. Il restait quelques petites questions et Wilma, je ne sais pas en termes de timing et de questions. Alors, en termes de timing, vous êtes plutôt excellent. Il vous reste 2 petites minutes et il reste 2 questions. Donc, je pense que ça marche parfaitement. Alors, la question de Lucas, c'est est-ce que l'audience du site est affectée par les différents changements RGPD, AdBlocker, Safari, iOS? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Alors, il y a un petit, elle est sympa cette question parce que c'est aussi des fois quelque chose de plus complexe. En fait, effectivement, sur la partie RGPD, AdBlocker, comme le tag analytics est pas déclenché, le RGPD dans le cadre du server-side ne change pas. L'AdBlocker, oui, donc on va récupérer 15% de hits supplémentaires en moyenne sur desktop. Ouais. Par contre, le petit truc, c'est que des fois, on peut avoir un effet entre guillemets déceptif en disant tiens, c'est marrant, j'ai pas plus de trafic parce que je suis passé en server-side, notamment par rapport à Safari. Et en fait, le cookie de Safari est effectivement remis à 0 sur cette partie-là, mais la visite est enregistrée. C'est juste qu'elle n'est pas affectée au bon endroit dans votre analytics. Au lieu d'avoir un returning visitor, vous aviez un nouveau visiteur, mais ça ne va pas augmenter votre nombre de sessions sur cette partie-là. Et donc, le vrai indicateur pour suivre votre implémentation, c'est taux de nouvel utilisateur Safari.
quand vous bypassez les adblocks, effectivement, c'est plus de hits, plus de pages, mais c'est pas nécessairement quelque chose de stratosphérique dans cet aspect-là. Complètement. On a une question du coup de Dotman qui demande si le coût de l'hébergement de GTM Server, le coût de 120 euros, 120 dollars, est-il proche de la réalité? Alors du coup, c'est pour une infra App Engine, c'est-à-dire les serveurs, on va dire, qui sont poussés par Google au moment de l'installation automatiquement d'un conteneur GTM Server-Side. Effectivement, Google nous recommande de démarrer du coup 3 serveurs, 3 instances. C'est à peu près un serveur, c'est à peu près une moyenne de 40 euros par mois. Donc effectivement, si on fait ce calcul-là, on peut arriver à 120 euros par mois, oui. Après, c'est un conseil de Google. On peut, selon du coup le volume de trafic, mais je pense que Romain, tu pourras peut-être en parler un peu mieux que moi, mais selon le volume de trafic et plusieurs critères, on peut potentiellement baisser le nombre d'instances qui seront setup et les baisser à 2, voire un serveur, même si c'est à mon avis peut-être un peu plus risqué. Ouais, c'est ce que Sébastien mettait derrière, plutôt 42 dollars. En fait, la vérité, c'est que c'est 40 dollars par serveur sur une instance Google. Donc, la préco, c'est d'en installer 3, comme Thomas a évoqué. Et donc, ça nous emmène à 120 dollars par mois sur les précos. Sur un service App Engine, alors après, moi, je suis à Dingwall, je suis obligé de vous dire. Ah. Je crois que Romain, t'as perdu. Allô? Ouais, j'étais en train de me demander si c'était moi ou pas. Ouais, moi aussi. On t'entend plus, Romain, ouais. Ouais, c'est bon, je pense. Ouais, Ouais. dis-moi, tu l'as retrouvé? Ouais, c'est bon. Pardon, sur la partie App Engine, en fait, le point vraiment d'ancrage, il est précisément lié au fait que si vous cliquez sur le bouton Auto, vous ouvrez des instances aux US et donc vous allez avoir probablement des problèmes de performance sur ces sujets-là, notamment sur des gros pics de trafic, puisque App Engine, ça ne scale pas en temps réel. Donc dès lors qu'on a eu pas mal de clients qui nous ont rejoints fin d'année dernière au moment du Black Friday, parce que la région Nord-Amérique est tombée sur App Engine, et donc l'idée, c'est surtout d'avoir des serveurs bien dans la région. Nous, on démarre à 70 euros par mois, pour information sur ces tarifs-là, et vous retrouvez ça sur le site. Mais ce qui est sûr derrière, c'est que ce soit nous, un autre, franchement, le coût serveur, c'est un peu no-brainer sur la partie GTM server-side par rapport à cette partie-là. Vous verrez que ce n'est pas un sujet super cher. Après, attention, si on dit 120 dollars et que vous appelez Maison du Monde, bien évidemment, vous ne payez pas 120 dollars ni chez nous, ni chez App Engine. Donc, l'écart type chez nous, c'est entre 70 et plus de 5 à 6 000 euros par mois d'hébergement. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question. C'est plutôt lié à votre volumétrie. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications. J'espère que Romain et Thomas ont pu répondre à toutes vos questions. S'il y a encore des zones d'ombre, n'hésitez pas à les contacter directement. Je pense qu'ils seront ravis de répondre à vos questions. Maintenant, on va enchaîner du coup avec une présentation de GameNed avec Chloé Sixlapi qui est venue avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Olivier aussi qui va présenter avec Chloé est juste à côté d'elle. Merci beaucoup Romain et Thomas. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bon après-midi à tous. Merci à vous aussi.